J'ai moins de gossage. Parfait. Fait que tout le monde, on va se rasseoir et recommencer dans 2 minutes. Dans 30 secondes, peut-être. Maintenant, 30 secondes, ça va faire. Oui, c'est ça, je voulais dire. Tant qu'à jouer dessus, puis avoir les lignes qui suivent, c'est juste pour gosser, c'est comme Nintendo, non? C'est ton problème? On va expliquer tantôt, c'est la différence. Si tu t'entraînes assez, ça peut te remettre dans l'état en 30 secondes. C'est un trick à Tony. Tricks à Tony. Tony, il m'a donné son tricks. Il a dit tout ça au pistolet. OK, tout le monde? Donc, on va recommencer. Voyons donc. Benoît Deschamps, qui, j'adore quand il vient parler dans nos formations parce que lui, son background est différent de, par exemple, moi et Fred. Il n'est pas allé à la Richard Academy. Par contre, il a fait énormément de recherches par lui-même. Il a un esprit très analytique, donc il en est venu à des conclusions parfois différentes des nôtres, parfois les mêmes choses, sauf que je trouve ça le fun qu'il ait un background vraiment différent. Fait que lui, il va construire, on va commencer en juin, c'est ça? À peu près, c'est dans tes plans. Et donc, il est très avancé là, dans ses plans, spécifiquement les matériaux qu'il va utiliser, ces choses-là. Donc, je vous invite à poser des questions si vous en avez. Et donc, je te laisse, mon cher, commencer tout ça. Donc, ben voilà, tu as tout suite. Moi, c'est Benoît Deschamps. Ça va faire presque 2 ans après qu'on est en phase de design de notre maison. Le concept a évolué au fil du temps. On a fait affaire avec un architecte qui nous a aidés, que je vais vous proposer. Parlez plus fort? Excellent. Fait que je vais vous montrer un peu notre projet, comment on est arrivé là. Puis les questions, il pourrait en avoir quelques-unes au cours de la présentation, mais pour un but d'efficience, pour essayer de garder les choses concises. Il y a une période de questions à la fin, donc si vous en avez, prenez-la en note, puis ça me fera plaisir de vous répondre à vos questions aussi. Donc, c'est en Mauricie. Mauricie, c'est dans le bout de Trois-Rivières-Shawinigan. Nous, on va précisément, c'est dans la ville de Saint-Mathieu-du-Parc qu'on construit. Donc, c'est ça, on a tout ce qu'il faut pour commencer. Donc, en gros, le sommaire de la présentation, on va prendre les grandes lignes de notre projet. Ensuite, on va vous présenter un petit plan de plancher de la maison. Les plans de SketchUp qu'on a fait, plus l'orientation solaire. Ce qu'on a fait pour adapter le bâtiment au code du bâtiment. On a fait une simulation d'efficacité énergétique pour savoir les performances du bâtiment. Donc, je vais vous présenter un peu ça aussi. Je vais vous parler des aspects légaux et des permis, même s'il y a certains points peut-être qui vont couper ce que Hélène a déjà avancé. Ça va être intéressant, vous allez voir les points communs. Ensuite, un estimé des coûts du projet. Je vais vous montrer notre cabanon qu'on a fait, qui est un prototype de notre maison qu'on a fait à l'automne passé. Vous allez avoir des photos. Il y en a beaucoup plus, mais je vais vous montrer les globales. Puis ensuite, une petite section de rien pour vous montrer nos coordonnées, où est-ce que vous pouvez nous suivre sur notre blog. Donc, les grands points de notre projet, évidemment, un chef, c'est d'utiliser le principe des géothermies passives. Donc, c'est une maison semi-enterrée. Si je spécifie une maison semi-enterrée, pas enterrée au complet. On voit dans les budgets vraiment que la maison est enterrée jusqu'au toit, souvent. Nous, on a fait des choix de design qu'on est un peu pris avec des contraintes. Il y a des particularités climatiques. En fin de compte, on a décidé de se faire une division, un peu comme le escargot a fait. Hein? Donc, vous avez une petite division de bois en arrière pour faire la pente de toit, tout ça. On va faire quelque chose d'équivalent à ça. Parce qu'il y a des raisons, parce qu'on a un toit ventilé, par exemple. Parce qu'ici, il y a des accumulations de neige, on aime savoir un dégagement entre le toit et le bord du sol, ces choses-là. On va avoir une fenêtre en arrière aussi. On va avoir une fenêtre côté nord pour permettre une ventilation naturelle dans la maison. C'est des choix de design qu'on a fait de l'avoir les plans tantôt. Donc, évidemment, on exploite le solaire passif. On a une serre adjointe à la maison, mais qui est isolée, donc séparée par une verrière de l'espace habitable, pour que les fluctuations de température se passent dans la serre, et que la zone d'espace habitable soit plus confortable. Nos vitrines vont être en angle, c'est des vitres thermos triples.
Il n'y aura pas de gaz, ni argon, ni l'OI. C'est des moulures en aluminium faites par une compagnie aux États-Unis qui s'appelle Abundant Energy. Vous allez voir un peu les photos dans le cabanon, comment à quoi ça ressemble. On vise la conformité au code du bâtiment. Je ne vous dirais pas qu'on est peut-être 100% conforme, mais on essaie, on vise. On va voir où est-ce qu'on va se rendre avec ça. Mais côté isolation, il y a bien des aspects que ça va. Ensuite, au début, notre design impliquait une toiture en métal. À la suite de faire des soumissions auprès des manufacturiers, tout ça, on s'est fait dire que ça prenait une pente d'au moins 3 pouces au pied, donc une bonne pente de toit, pour qu'il n'y ait pas de problème d'eau ou d'infiltration pour une toiture en métal. Le design des maisons Earthship avec la dénivellation, à moins d'avoir vraiment un bon angle de toit, tu peux mettre de la tôle, mais tu cours un peu après les problèmes, en tout cas, c'est ce qu'on s'est fait dire. Mais donc, dans notre cas, ce serait peut-être plus un FEDM, un peu comme eux ont fait l'escargot, ou un TPO. On regarde plus pour un TPO, qui est une membrane, je sais pas comment montrer, qui est une membrane comme plastique, un peu plus commerciale, je dirais, mais qui est très neutre aussi côté pour l'eau de pluie. Donc, ça ne va pas donner des substances chimiques dans l'eau que vous pourriez récupérer, ça va être pris avec ça. Tu disais qu'il y avait des troubles avec les différents étages. Bien, c'est une question de pente. C'est toujours une question de pente. Il y a, comme ce type de toiture de métal-là, il n'y a pas de problème si la pente est suffisamment à pic. Que la neige et l'eau, ça peut sortir comme il faut. Mais si la pente est presque plate, la neige et l'eau ont tendance à stagner, il y a plus de chances d'infiltration. Il y a des types de toitures qui existent en anglais, ça s'appelle standing seam. C'est des joints debout, on pourrait dire, plutôt que d'avoir des joints de tôle ondulés, c'est des joints qui viennent replier. La tôle est directement placée sur le recouvrement de toiture. Mais encore là, même là, on me disait que j'avais besoin d'une pente d'au moins 2 pouces au pied pour utiliser ça. Donc, si vous avez quelque chose à penser dans votre design, pensez à votre recouvrement parce qu'il y a une bonne différence dans les prix entre un toit en métal qui va vous coûter 5 000 et un toit en TPO qui va vous en coûter 12 000. Juste pour une fois. Donc, si vous planifiez comme il faut votre maison, pensez tout de suite à vos pentes de toit. Ici, c'est très important parce que on a beaucoup de neige, on a de la pluie, on a des redoux, on a toutes ces contraintes-là avec lesquelles il faut jouer. Donc, on ramasse aussi l'eau de pluie. On prévoit faire dans une fosse septique. Puis on va l'utiliser seulement pour le système aquaponique qu'on va avoir dans la serre. Une fosse septique, pourquoi? Parce que quand on examine les réservoirs plus commerciaux, les gros réservoirs en plastique, souvent, on voit ces réservoirs-là, d'un, c'est dispendieux. De deux, c'est que ça ne stabilise pas le pH. Une fosse septique en béton, c'est comme un réservoir en ferrociment, ça a tendance à vouloir stabiliser le pH de l'eau. Donc ça stabilise aussi la minéralisation, ça vient reminéraliser l'eau. C'est plus intéressant pour l'utilisation dans la maison. Mais on va être branché sur l'aqueduc parce que le terrain où on s'est construit, parce qu'on a choisi de construire, il y a l'aqueduc dans la rue. On s'est dit, on va se brancher dessus, on l'a le service, on va le prendre. Donc, il y a aussi une autre raison, c'est que au Québec, si vous avez besoin de donner une certification comme quoi vous avez de l'eau potable, si vous voulez utiliser de l'eau de pluie, il faut prouver à la municipalité, en tout cas nous, ça va être notre cas, il fallait prouver que cette eau-là allait être traitée avec un système certifié par Québec, comme quoi l'eau était certifiée potable. C'est beaucoup moins compliqué pour nous de prendre l'aqueduc qui de facto était de l'eau potable parce que c'est géré par la municipalité. C'est la municipalité ou ton hypothèque? Non, c'est la municipalité. Nous, on avait besoin dans nos pièces à fournir d'un certificat d'eau potable. OK. Ouais. D'habitude, c'est l'hypothèque qui s'en. Mais côté hypothèque, ils ne m'ont pas parlé de ça. Peut-être que si j'avais poussé les démarches plus loin, mais on aurait un échangeur d'air, récupérateur de chaleur. Je ne sais pas si vous connaissez tous c'est quoi un échangeur d'air. Une machine qui va faire circuler l'air dans la maison, qui va récupérer les pertes de chaleur en exhaustant l'air ici dans la maison, mais qui va récupérer la chaleur. On vient la croiser avec une aire neuve qui vient dehors. On prend l'air chaud, on la fait passer dans un noyau, on vient la sortir, on vient prendre de l'air de l'extérieur, on va la croiser avec l'air qui sort pour redonner un air plus tempéré dans la maison. On regarde sérieusement pour un plancher radiant parce qu'on veut avoir un chauffage qui est uniforme au niveau du sol. On s'est souvent fait dire que les planchers c'était plus froid, en contact avec le sol, les planchers étaient plus froids.
On a des pièces qui sont dans le fond de la maison, vous allez voir tantôt. On aimerait ça passer quelques tuyaux là. Puis on veut le coupler au pôle de masse qui éventuellement va être un rocket pour utiliser dans les moments où c'est utile. Donc on regarde ça, c'est un choix de design. On veut utiliser des puits de lumière, des types solatubes. Il y a d'autres marques, je veux juste vous dire qu'il y a d'autres marques avec d'autres prix, d'autres qualités aussi. ODL, qui sont faites par Columbia Skylights, qui est de luxe aussi, qui font des puits de lumière. C'est sûr que haut de gamme, c'est solatube. On ne se le cachera pas, c'est eux qui ont créé le concept, puis c'est de la bonne qualité. Vous allez payer votre puits. Là. Vous allez payer. Puis plus que vous rajoutez de l'épelle dessus, là, les dimmers, les granateurs, et tout ça, vous allez payer. Ensuite, nous, on utilise des pneus tous de même grandeur. On a utilisé des 195, 65, 15 et des 205, 55, 16, ce qui représente un 25 pouces de diamètre et un 8 pouces d'auteur. Ce qui nous permet de mieux calculer le nombre de pneus qu'on a besoin pour la superficie de mur qu'on va avoir. Puis ce qui nous permet de bâtir de façon plus égale aussi, sans trop introduire des décalages entre les pneus. C'est peu qu'on en ait, mais la construction du cabanon nous a prouvé que si tu n'as pas trop d'entrants et de sortants de tuyaux, tout ça, la construction reste quand même très droite. Ça fait beau aussi, c'est uniforme, mais beau, ça ne dérange pas là, parce qu'après ça, c'est recouvert. Mais pour la construction, c'est pratique. On a exploré une technique qui s'appelle la technique topless. On a fait des tests au début. C'est une petite vidéo ici que j'espère que le son va être bon. Sinon, je vous explique au fur et à mesure. C'est qu'on vient couper le dessus du pneu. On vient remplir la terre directement du dessus. On l'a essayé pour le cabanon. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est vraiment un choix. Ça accélère de beaucoup le travail. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Peut-être que le son ne sera pas très bon, mais... Oui, donc aujourd'hui, on a essayé la technique des pneus pas de top, c'est ce qu'on appelle la technique topless. On prend un pneu, un exacto, on vient couper toute la semelle en haut du pneu. Donc on a essayé ça, on remplit directement du dessus. La semelle, c'est une galette. Comme ça qu'on vient remettre dans le fond du pneu avant de mettre notre carton et de venir renterrer. Donc l'avantage, c'est qu'on rentre directement sur le dessus. On tape directement le pneu sur le dessus. Sur toute la surface, ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide. Puis on a quand même une très bonne compaction. On ne bouge pas vraiment beaucoup. Deuxième chose qu'on a essayé, c'est que plutôt que de mettre le demi-pneu sur le bout, on a mis à l'intérieur de la rangée. Et quand on veut faire ça, il faut mettre du rebar. Deux comme ça dans le bout, afin de bien tenir les rangées ensemble. Donc à chaque environ 3 rangées, on vient faire une insertion de rebar. Puis on continue à monter le mur comme ça. C'était notre thèse aujourd'hui. Il faut bien compacter partout égal pour que le pneu prenne sa forme ronde. Autrement, la construction est à peu près pareille. Ça marche bien. Pour ceux qui se posent la question au niveau stabilité, parce que je me la suis posée également, il y a une étude d'ingénierie qui a été faite par l'Université Swarthmore. Je ne sais pas aux États-Unis, mais je ne sais pas quelle état exactement. Puis, c'est une étude qui montre justement les forces, les frictions, les portances, la hauteur, la stabilité du mur, ces choses-là. Donc ça m'a l'air très crédible. Je me dis, je vais l'utiliser, je vais l'essayer. Et dans notre prototype de cabanon, on l'a essayé. Puis oui, il y a des désavantages. Le niveau est plus dur à récupérer, puisque quand tu montes ton mur, quand tu as un pneu avec une lèvre sur le dessus, tu peux venir jouer avec les niveaux. Tu peux venir gonfler d'un côté, diminuer de l'autre, venir ton niveau. Quand tu es avec un topless, tu n'as pas le choix. Ton niveau, c'est ta ligne de pneu. Si tu viens gonfler un peu d'un côté, tu commences à avoir un déséquilibre, c'est moins facile à récupérer. Ce qu'on s'est trouvé comme méthode, je ne sais pas si on va le voir plus tard peut-être, mais on vient faire quelques rangées de topless tant que ton niveau est bon. Quand ça commence à déséquilibrer un petit peu, on fait une rangée traditionnelle, on remet le niveau plat, on commence. Ça accélère de beaucoup, la place de prendre 47 minutes par pneu, on en monte en 20 minutes. Donc voilà, si l'étude d'ingénierie vous intéresse, j'ai les liens, c'est quelque chose que vous pouvez regarder. Les murs intermédiaires, donc les murs à l'intérieur, c'est des murs intermédiaires, c'est ce qui vient fermer les chambres par exemple, qui sont est-ouest, donc ils vont venir bloquer le soleil. On va les faire en bouteilles, canettes, on va voir jusqu'à quel point on va utiliser des canettes, mais principalement des bouteilles pour faire une belle mosaïque, comme on voit souvent dans le chat, parce que ça nous plaît beaucoup. Côté bond beam, il y a deux techniques. Les deux sont leurs avantages et leurs inconvénients également.
Le bomb beam en ciment, c'est faire vraiment une forme en béton posée sur le dessus des pneus. Ça a l'avantage de venir mettre un niveau droit. Là, c'est plus de matériaux, c'est plus de temps par les formes, toutes ces choses-là. Ou la technique du pneu rempli de béton, ou la lisse directement posée sur des pneus. Il faut que ton niveau soit quand même bon sur la dernière rangée. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le cabanon. Les derniers rangées de pneus en haut, on les a coulés dans le béton. On a mis nos tiges directement dans les pneus. La lisse de bois est venue s'appuyer sur ces pneus. Ce qui fait le travail également. Ensuite, on prévoit avoir une dalle de béton comme plancher. Béton coloré, je préférerais, ça serait beaucoup plus beau que du gris, c'est sûr. Et renforcé, ce qu'on appelle un radier, ça veut dire la tige en nature, le fer dedans, sur un 6 pouces d'épais. D'habitude, dans le résidentiel, on a du 4 pouces. L'architecte a appris du 6 parce qu'il est inquiet, je ne sais pas. Donc, c'est ça. Des femmes de toit, c'est des femmes de toit ajourées de 24 pouces de haut, dans lesquelles il y a 16 pouces de laine de cellulose soufflée, ce qui donne un indice d'isolation d'air 60. Puis ça laisse un 8 pouces de ventilation pour bien ventiler la toiture pour pas qu'il y ait de phénomène de condensation, tout ça. Ensuite, des isolants par exemple sur le tour des murs, sous la terre tout le tour, comme un peu sur l'ombrelle. C'est des panneaux de 2 pouces d'épais. On prévoit d'en mettre 2 épaisseurs, donc ce qui nous donne à peu près 1,20 m d'isolation à ces endroits-là. On prévoit utiliser des membranes de polyéthylène, comme par vapeur, pour les murs de pneus, pour venir couper l'humidité du sol, pour éviter que ça transite toujours par l'intérieur. On est tout le temps en train de lutter contre le phénomène d'humidité du sol. On l'a fait pour le cabanon, on va le faire probablement pour la maison aussi. C'est de se passer un tuyau d'AGS. Hélène t'a sûrement parlé de ça. Dans notre cas, c'est juste un drain agricole 4 pouces noir annelé, pas perforé, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre dans ça. Tout ce qu'on fait transiter là-dedans, c'est de la chaleur de l'été, au travers de la masse thermique, environ 3-4 pieds du mur, pour vraiment faire une addition de chaleur intéressante dans la masse thermique, en dessous de l'isolation. Donc l'été, on fait circuler l'air chaud là-dedans pour que ça vienne stocker la chaleur dans le sol, qu'on a encore plus de réserve pour l'hiver. J'ai une question pour ton... C'était ton cabanon que tu avais fait ça comme ça? Oui. Tu l'as mis avant de mettre tes pneus ou tu l'as mis, quand tes pneus t'ont mis, tu l'as mis après la terre autour, je sais pas trop comment? Bien, on monte les murs, puis d'habitude, on remblait au fur et à mesure qu'on monte pour continuer à pouvoir travailler sur le mur. À une certaine hauteur, à mi-hauteur, on passe le tuyau. Tout simplement à l'air comme ça, quand on est capable d'accéder. Puis après, on renterre. On renterre le tuyau, on continue à monter le mur, puis on continue à renterrer. Fait que le tuyau, lui, il est en dessous de la terre, il est là, il attend juste que tu y donnes quelque chose, que tu y passes à l'air dedans. OK. Si tu veux augmenter la quantité de chaleur, ben, tu peux te mettre un ventilateur pour que ça tire plus l'air chaud de l'été. Tu veux encore plus chauffer, ben, tu pourrais te mettre, je sais pas, quelque chose qui chauffe comme un chauffeur solaire, un truc comme ça, qui pourrait passer encore plus d'air chaud. La transit de chaleur, c'est encore plus important dans la masse thermique. On pourrait avoir un chauffe-eau traditionnel, c'est-à-dire un chauffe-eau électrique traditionnel, un réservoir. On est en train de regarder pour un instantané. Ça consomme beaucoup d'électricité. Nous, on est branché à Hydro-Québec parce qu'on a une ligne à côté. Puis on va avoir un certain confort. Oui, on est prêt à faire des sacrifices. On va quand même avoir un petit système photovoltaïque, des batteries pour un backup, minimiser nos besoins. Mais question confort, je vous dirais, on est branché à Hydro, puis on a le poteau à côté. Donc encore là, on va s'en servir. L'électricité ici au Québec est relativement écologique. Avec de l'hydroélectricité, on ne marche pas au charbon, il y a du nucléaire, c'est fini. C'est quand même une bonne idée. On voit que les prix de l'électricité montent. Fait que c'est bon aussi de se prévoir un backup. Oui, on prévoit un rocket stove plus tard. Mais à la construction, on va installer un poêle certifié EPA, à norme pour les émissions de particules dans l'atmosphère, double combustion, et blablabla. C'est déjà un poêle qu'on a dans notre maison présentement, qu'on va juste déménager. Donc le rocket, on pourra le faire plus tard. On se prévoit aussi une toilette à compost plus tard, parce qu'une toilette standard doit être installée à la construction, parce que c'est requis au code, on est poigné avec les fosses septiques et toutes ces charabia administratifs-là. On a essayé vraiment d'avoir une dérogation avec notre firme d'ingénierie auprès de l'MDDEFP, ministère du Développement, Environnement et Parcs et Fonds, comme ça. Puis, alors c'est ça, on a essayé d'avoir une dérogation. On n'a pas pu. Pour une construction neuve, ils disent que ça prend une installation septique standard. Mais ils disent que dans une installation existante, il y a possibilité d'en mettre une par la suite. On va essayer de faire ça. Notre fosse septique. Devant. Oui. Es-tu obligé de l'installer physiquement, le bol de toilette?
Parce qu'il y a l'inspection. La municipalité m'a dit qu'une fois que la maison est prête, il y a une inspection. Là, ben, ils regardent. Tu sais, j'imagine qu'elle serait pas, l'inspectrice, elle serait pas si regardante que ça, là. Parce que nous autres, on a le trou capé quand tu le fais dans un sous-sol. Toute la tuyauterie qui sort dans la fosse septique, tout est installé, mais il n'y a pas une toilette physique d'installer dessus. Tant que tu as l'installation pour mettre une toilette. C'est ça. Hein? Okay. C'est ce que l'expert sanitaire me disait, c'est que tu as besoin d'avoir un tuyau qui pourrait être relié standard à une fosse septique. C'est ça. Tu es d'accord de dire que tu n'as peut-être pas besoin de la toilette, mais là, on va habiter là, on aimerait ça quand même en avoir une. Mais, bon, voilà. Notre fosse septique, nous, on est dans un sol en argile, donc nos tests ont démontré qu'on a besoin d'un traitement avancé. Donc, c'est un système qui s'appelle enviroseptique. En plus de la fosse septique, ça fait monter les coûts. C'est quand vous magasinez votre terrain, c'est une des choses à regarder, c'est ça. Ça a des avantages, ça a des désavantages. Ça en fait partie. Ton sol est en argile? Oui, mon sol est tout en argile. J'ai peut-être quelques photos tantôt pour le monde. Fait que ça, c'est notre plan de plancher tiré de SketchUp. Je ne peux pas vous montrer les plans de l'architecte parce que copyright et tout le temps. Mais je me suis forcé un peu pour vous montrer un peu notre structure. Donc, nos murs de pneus sont là. En vert ici, on voit que ça, c'est des fenêtres. On a des fenêtres ici, fenêtres ici. Et ici, je prévois mettre des fenêtres en arrière pour faire une ventilation de l'arrière vers l'avant. Puis, j'ai des portes. Les blocs en rouge qu'on voit ici, c'est des portes. Puis, il y a un peu les différents espaces qu'on peut voir. Ici, on a une verrière qui vient séparer l'espace serre de l'espace d'habitation. Donc, c'est ça, salon cuisine, une chambre, une autre chambre parce qu'on a 2 enfants. Il y a une toilette, un rangement. Puis ici, c'est un autre garde-robe pour mettre des choses. Ici, c'est un espace technique dans lequel on va mettre l'échangeur d'air, les panneaux électriques, ces choses-là. Filtration d'eau, on parle de pressurisation, chauffe-eau. C'est quelle grandeur? C'est 72 pieds de large. 72 pieds de large par à peu près 32 profond. 32 pieds. Toi, tu ne mets pas de puits canadien, c'est pour ça que tu mets tes vitres en arrière. On a envisagé de mettre des puits canadiens. J'ai trouvé des recherches qui disent non. D'autres qui disent oui, mais il y a beaucoup de considérations, il y a beaucoup de possibilités de problèmes. Si tu n'en veux pas, il faut que tu mettes un bon gros investissement pour faire une installation qui est solide, avec des bons puits de drainage. Ça augmente de beaucoup la complexité du système aussi. Maintenance et tout ça. On est obligé d'avoir un échangeur d'air au Québec. Pourquoi investir en plus avec des air tubes? On s'est dit, OK, les air tubes, ça donne une manière passive de faire la ventilation. Le principe de serre, convection, le tirant d'air frais, tout ça. On s'est dit, les maisons, ils font déjà ça. Ça ne passe pas par la terre, c'est sûr. C'est pas exactement aussi efficace. Mais l'échangeur d'air, il récupère 80% de la chaleur qui sort. Je vais-tu mettre 6 000 $ dans un système d'air tube ou je vais mettre 2 000 $ dans un échangeur d'air qui est requis au code de toute façon, puis qui va récupérer autant, même sinon plus de chaleur qu'un tube pourrait le faire. Ici, envoyer la chaleur de la serre dehors, c'est une perte. En hiver, on ne peut pas se permettre ça. Donc, il faut adapter. Tu sais, je pourrais me faire un tube, le brancher dans mon arrivée de mon échangeur d'air. Mais ça vient introduire des frictions, ça vient introduire une perte de pression dans l'échangeur d'air. Il faut que je grossisse mon système tellement que ça en devient un peu ridicule. Puis c'est un tube qui normalement s'utilise seulement l'hiver pour s'assurer que vous n'avez pas de phénomène de condensation, pas de problème de moisissure. Moi, ça soit vraiment bien drainé et conçu pour ça. Donc on a fait le choix de dire non. On va faire les choses autrement. C'est notre choix. Quand vous serez confrontés à ces choix-là, vous ferez vos choix. Mais sachez que chaque choix dans un design va apporter des conséquences, que ce soit dans le prix, que ce soit dans la conception. C'est inévitable. Souvent, on pense à quelque chose parce qu'on veut quelque chose, mais on ne pense pas à la suite quelle répercussion que ça va avoir, comme par exemple le prix. On ne pense pas à ça, c'est après. Pensez tout de suite à vos éléments de finition et à vos systèmes avant de commencer à planifier votre maison. Bâtissez votre maison autour de vos systèmes plutôt que l'inverse. C'est une approche qui est plus facile. Donc, les plans, ça c'est une image de Google Earth. Là. Il y a un programme dans SketchUp, vous l'avez peut-être vu. La géolocalisation, on peut prendre la maison et aller la mettre
sur le terrain. Fait que ça, c'est une image justement de l'automne passé parce qu'on construisait notre cabanon. Ça, c'est notre chemin ici de municipal. Ça, c'est un petit chemin d'accès qu'on s'est fait. Ici, notre stationnement. Le cabanon qu'on a construit qui est maintenant qui est là, qui est physiquement là. Puis ça, c'est la maison qui est projetée. Puis on s'est fait creuser un trou ici pour un étang. Mon but était de prendre les eaux de drainage de la maison, les envoyer dans l'étang, puis faire un overflow dans le fossé. Il s'est trouvé que le terrain avait l'air très plat, mais que quand on a commencé à faire les relevés topographiques, on était un petit peu à contre-pente. Donc ça aurait été un petit peu problématique. Si jamais l'étang venait qu'à se remplir, l'eau aurait pu remonter jusqu'à la maison. Fait qu'on va s'arranger autrement pour le drainage. Mais bref, c'est à peu près ça. Parce que ça tombe. Puis j'ai une petite version SketchUp qu'on a fait du plan, avec un petit peu l'analyse solaire, comment le soleil rentre dans la maison. Ben une base vraiment juste pour voir comment ça va. Parce que vous l'avez sûrement vu dans le design, plus que la maison est profonde, ben, plus il faut augmenter la hauteur des fenêtres, ou sinon ben, il faut raccourcir un peu la maison, ce qui a conséquence qu'il faut que vous soyez plus large est-ouest. Plus on s'élargit est-ouest, plus qu'on débourse pour les fenêtres, pour le toit, pour la dalle, pour les infrastructures. Là, il faut tout penser à ça aussi. C'est de trouver le meilleur compromis entre les deux qui est difficile. L'espace que vous avez besoin, le maximum de gains solaires, il faut essayer de trouver le juste équilibre là-dedans. C'est ce qui est plus difficile. Donc ça, c'est notre modèle dans SketchUp. J'ai fait des petites caméras pour montrer en décembre. À l'intérieur, dans les pièces, où est-ce que le soleil arrive. Là, là-bas, la résolution de l'écran est tassée un petit peu, fait que j'espère. Je suis capable de vous montrer un peu la fluctuation lunaire. Donc le matin, durant la journée, comment le soleil passe dans la maison. Donc il ne va pas taper sur le mur au complet. Vous voyez qu'il va aller chercher le bas du mur un petit peu l'hiver, mais pas plus que ça. Donc, est-ce qu'on va manquer de gain thermique? Je ne pense pas que ce soit si critique que ça. L'expérience va nous le dire. Mais il y a des maisons comme ça qui sont bien plus profondes que j'ai vues et qui performent quand même bien. C'est peut-être pas optimal, mais ça devrait bien faire l'affaire. En juin, dans la serre, le soleil évidemment est plus haut. Donc on se retrouve avec à peu près juste ça de soleil dans la serre. Avec une évolution du soleil qui ressemble à ça. C'est la même chose dans la serre, mais de l'autre côté, vu qu'on a une fenêtre sur l'autre côté. Ça, c'est en décembre. Vous montrer comment le soleil arrive dans la serre. Le mur ici, plus il est haut, plus il fait de l'ombrage dans la serre. On a une petite salle technique, si vous vous rappelez sur le dessin. C'est une petite salle qui n'a pas de serre en avant. Donc, elle va être plus sujette peut-être à des variations de température parce qu'elle n'a pas de zone tampon. Mais je voulais quand même voir à quelle quantité le soleil est rentré pour la grandeur de la fenêtre que j'avais. Donc, en juin, le soleil rentre un petit peu, ce qui m'indique que ça ne soit pas trop en surchauffe. Puis en décembre, le soleil va quand même assez loin. Donc, je crois que ce sera quand même bien. C'est une technique, tout ça, tes produits, système de choses. Même pas, tu as mis une fenêtre? Ouais, c'est des fenêtres ouvrantes manuelles que je vais poser là. OK. Puis c'est vraiment juste pour profiter du peu de gain solaire qu'il pourrait y avoir l'hiver. Mais c'est une chambre, pièce, qui ne sera pas chauffée, qui n'est pas prévue pour être chauffée nécessairement de toute façon, ou parquée par le soleil. Donc ça va se tenir dans les alentours de, je ne sais pas, entre 0 et 10 degrés. Là, ça dépend. Ouais, OK. C'est comme bureau, peut-être en même temps, quelque chose genre mix. Je ne sais pas. Chambre froide, garage, atelier. Entreposage de bois, ces choses-là. Okay. Ça prend un petit endroit pour mettre du matériel parce que dans la plupart des designs, souvent on se concentre sur j'ai ma salle de bain là, je veux ma cuisine là, mais on ne se prévoit pas, on a tout du stock. On a toutes des garde-robes plein de stock. Ça prend un endroit pour mettre le matériel. Pensez à ça quand on fait faire le design. Juste chauffer au bois, pensez que ça vous prend une place dans la maison pour le bois. Ouais. Là, ça se fait autrement, mais c'est plus compliqué. Ton bois, il traîne à des places que c'est pas nécessairement prévu, puis ces choses. Donc, pour répondre au code du bâtiment, on a un échangeur d'air récupérateur de chaleur. Les normes d'isolation du code, ça dit que les murs extérieurs hors sol doivent être isolés à R29.5, incluant le fait de couper tous les ponts thermiques. Couper un pont thermique, ça veut dire que si j'ai une division en bois, avec des montants en 2/6, je dois mettre un isolant pour venir couper mes deux côtés. Il ne faut pas que les deux côtés voient le côté chaud et le côté froid, parce que le chaud passe dans le madrier de bois,
puis il sort dehors directement. Alors, il faut venir couper les ponts thermiques, c'est-à-dire qu'il faut venir mettre une isolation sur la surface du bois. On ne peut pas juste laisser ça comme ça. Nous, nos divisions qu'on va avoir tout le tour, ça va être des 2 par 12 qui vont être remplis de cellulose ou de laine. Puis ce que je risque de faire, c'est soit que je mets un isolant à l'extérieur ou que je mets du colombage en alternance. Comme ça. Ce qui fait que mon madrier ne fait jamais les 2 côtés au complet. J'ai un 2 par 12 de large, j'ai un 2 par 6, un autre 2 par 6. Ça peut être un 2 par 4. Comme ça. Pas être un 2 par 4, mais peut-être qu'il faudrait voir le niveau de ce qui se fait, je ne sais pas trop. C'est 2 par 6. Je trouvais ça intéressant, un 2 par 6, parce que c'est l'épaisseur de division extérieure, puis les ballots de laine qu'on ajoute pour isoler les murs extérieurs, qui font directement les 24 pouces sans centre, ils ont la bonne épaisseur d'un 2 par 6. Donc, je viendrai isoler un ballot de l'intérieur, un ballot de l'extérieur. Ça, tu fais tes recouvrements. C'est bien isolé. Puis c'est très important que notre petite division en haut soit très bien isolée. Parce que si on rentre jusqu'au plafond, les pertes thermiques ils vont dans le sol, mais ils nous sont redonnés. Vu que c'est isolé à l'extérieur. C'est pour ça qu'on profite de l'inertie de la masse thermique. Mais si on vient qu'avoir un mur qui est en contact avec l'extérieur, ça vient faire des pertes. Donc il faut que ça soit très bien isolé pour limiter les pertes. Les murs extérieurs sous le sol, c'est la construction conventionnelle. Là. Mettons qu'il y avait un mur de pneus qui est sous le sol, bien, il faut qu'il soit isolé à 17. Fait que si tu mets 2 isolants de 2 pouces, ça fait 20. Théoriquement, tu rentres dans la norme d'isolation pour ça. Mur de fondation. Les murs de pneus sont considérés murs et fondation. Je serais bien curieux de voir un inspecteur essayer de faire une interprétation du code là-dessus. Mais ils disent R17, en plus de couper tous les ponts thermiques. Donc je me dis 2 isolants de 2 pouces, ça fait R20, on est encore correct. Le toit, il parle d'un minimum R41. 16 pouces de cellulose, dans notre cas, ça fait R60, on est correct. La dalle, ça c'est tout un sujet de débat. Est-ce qu'on isole, est-ce qu'on n'isole pas? Il y en a qui isolent juste sous le tour. J'ai parlé d'autres personnes qui ont tout isolé. Michael Reynolds, si vous en parlez à ceux de l'académie, tout ça, ils vont dire non, on n'isole pas. On va faire plutôt d'autres zones tampons, ces choses-là. Le code, lui, il dit que c'est R5 sous la dalle, sans chauffage radiant. Puis R10 c'est plus si vous avez un chauffage radiant. Nous, on n'est pas trop sûr encore. On regarde, moi je me dis, on pourrait isoler tout le tour, mais laisser un espace au centre. D'un coup on part longtemps, qu'on a besoin de la stabilité de la terre, effectivement, pour garder une certaine température dans la maison, pour pas que la tuyauterie gèle, ces choses-là. Si on vient isoler, que l'air dans la maison vient vraiment froide, le froid va avoir tendance à vouloir rentrer dans la dalle aussi. Ça a plus de risques. Si on vient isoler tout le tour, puis qu'on laisse un espace au centre, en contact avec la terre, on peut avoir peut-être le meilleur des deux mondes. On va voir. Mais il y a toutes sortes de théories là-dessus. Ça dépend aussi beaucoup de votre site. Si la nappe d'eau est très proche, c'est comme par exemple, nous, on a de l'argile, puis on va avoir quelques pieds de sable pour venir isoler là, des courants d'eau qui pourraient se déplacer entre notre maison. Il y a des bonnes chances que le sol soit froid. Si vous avez plusieurs pieds de matière, que ce soit de l'argile, du sable, de la roche, n'importe quoi, qui est stable, puis vous savez qu'il n'y a pas d'eau, moi je prendrais le bet de ne pas mettre d'isolation. Je répondrai au code, mais ça prend plusieurs pieds de masse thermique pour bien stabiliser la maison. C'est un choix, il y en a qui sont totalement contre. Donc, si je continue, pour répondre au code du bâtiment, ça prend un poêle à bois certifié EPA. Encore là, le Rocket, c'est artisanal. Ils vont vous laisser le faire, probablement. Mais c'est un inspecteur, ZD vient chez vous et vous donner des amendes. C'est niaiseux, mais c'est... Y a-t-il un inspecteur qui est passé chez vous pour regarder votre Rocket? Ben, l'inspecteur d'incendie est passé. OK, lui, il s'est concentré sur les aspects incendies. Ouais. Mais c'est pas nécessairement une inspectrice en environnement ou en urbanisme. Les Rockets ont des tests, en tout cas, ce serait facile, ce serait probable. Les foyers de masse. Ça existe, là, le foyer de masse, il est quand même certifié. Ils sont certifiés. Oui, il y a des vrais foyers de masse là, qui vont coûter 30 000. Ils sont certifiés. Ouais, tu peux le faire moins cher, là. Il faut le faire vous-même. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que les poêles PA, les poêles à bois à combustion là, c'est le poêle qu'il faut qu'il soit normalisé, certifié. Tandis que dans les foyers de masse, c'est le maçon. Ben, ce serait le maçon, mais c'est même pas encore officiel. Ouais. Fait que si tu le fais toi-même dans un foyer de masse, c'est comme le... C'est comme l'autoconstructeur, là. Je suis pas sûr de...
la vigueur de l'application de ces choses-là, est-ce que c'est, comment on dirait, enforced? Est-ce qu'ils vont surveiller? Mais c'est dans le code. À Montréal, oui, à Jersey, non. C'est sûr que si tout le monde ici avait un poêle qui n'est pas EPA, ça ferait un smog là, dans la ville. Les conditions sont différentes. Mais moi, je vous dis ce qui est dans le code spot. La dimension totale de la fenestration, c'est quelque chose qui est très important, surtout dans les maisons solaires passives, surtout Earthship. C'est que ça dit, à l'article 12.2.4, que la superficie totale des ouvertures brutes pratiquées dans les éléments du bâtiment, prévues pour y recevoir des fenêtres, des portes, des lanternaux et d'autres éléments semblables ne doivent pas être supérieurs à 30% de la superficie des murs au-dessus du niveau du sol. C'est ce que ça veut dire, pour ceux qui veulent se faire des Earthships, c'est que nos 3 murs est, nord, ouest sont enterrés. On pas en contact avec l'extérieur. Ça veut dire qu'on a juste la petite section en avant, la grande section vitrée en avant, puis la petite section est, qui sont des murs en contact avec l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas avoir plus que 30% de cette superficie-là qui aurait des fenêtres. Mais dans le solaire passif, c'est complètement ridicule. C'est impossible. Quand tu n'arrives pas à respecter tout ça ici au Québec, si tu as non-conformité, tu demandes une étude d'efficacité énergétique pour prouver que ton bâtiment a une consommation inférieure ou égale au modèle de référence du code. C'est-à-dire qu'eux, ils ont dit, notre modèle là, qu'on a décidé avec les normes que je viens de vous parler, il performe de telle manière. Il consomme tant d'énergie. Alors, il faut que tu arrives à prouver que ta maison est plus efficace que ça. Ben, ça se fait. C'est ça que je vais vous parler. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que si c'est demandé par la BQ, vous devez fournir. C'est bon aussi pour analyser les performances du bâtiment, savoir dans quoi vous vous embarquez. Votre information pour votre culture personnelle, c'est intéressant de voir les fluctuations de température dans la maison. Pour compléter un dossier de présentation de demande de permis ou autre, c'est plus intéressant. Comment on peut le faire? On peut le faire avec Google SketchUp. Il y a un plugin qui s'appelle Energy Plus, qui est fourni par le gouvernement américain. Il y a aussi un autre plugin qui est pour le gouvernement canadien, mais je ne suis pas familier avec lui. Nous, on l'a fait avec Energy Plus. C'est une programmation qui est assez spéciale. Il faut s'y connaître un peu. Moi, j'ai eu de l'aide d'une amie ingénieure qui m'a aidé à faire ça. Mais il y a Ecohabitation, présentement, qui offre des services d'évaluation d'efficacité énergétique qu'ils peuvent le faire pour vous. C'est sûr, moyennant des frais, mais ils peuvent vous le faire. Donc, des courbes de température, on a simulé aucun chauffage dans la maison, juste le soleil. La ligne en rouge ici, c'est la fluctuation d'air extérieure. Donc, on est dans les alentours de moins 20. On monte tranquillement les alentours de 20-25 degrés l'été. Donc, on voit ici en bleu, c'est la serre, et en vert, c'est le corridor, qui est dans l'espace habitable un peu plus loin. On voit les différences de température. Dans la serre, on se tient dans les 2-3 degrés au plus froid. L'été, on monte dans les 45-50 degrés, parce que la simulation ne prend pas en compte qu'il y a un humain qui arrive et qui ouvre une porte et une fenêtre parce que c'est chaud. C'est dans un environnement statique où tout est fermé. Donc, c'est pour ça que la température monte aussi. C'est pour ça qu'elle est relativement basse ici. Dans l'espace collé sur l'enterrage, on pourrait dire sur le renterrage, on a une température beaucoup plus stable autour de 18 degrés dans le plus froid. Ce qui donne quand même une très bonne idée des performances du bâtiment. En termes de consommation d'énergie, cette simulation-là donnait 0 kWh de chauffage. Pour dire effectivement, ben, il n'y a aucune énergie dans le chauffage. Ensuite, on a essayé de mettre des plaintes électriques dans la simulation avec une consigne de 18 degrés Celsius partout dans la maison. Donc, on a vu les différences pour une fluctuation de la température extérieure, même couleur, même endroit. Ici, on se situe à 18. Vous voyez qu'il y a des bouts plats. Ça veut dire que le thermostat a fait chauffer la plainte pour garder la température constante à 18. Ce que ça a eu comme effet, c'est que ça a augmenté la température à l'intérieur parce qu'il y a moins de déperdition dans la serre. Donc la température dans la pièce reste plus élevée. Mais ce que ça a comme conséquence, c'est qu'évidemment, on dépense plus d'énergie pour chauffer. 8891 kWh de chauffage dans la simulation avec un 18 degrés dans chaque pièce. Ensuite, j'ai pensé, je me suis dit, quand vous rentrez dans les centres d'achat et qu'il y a des grands vestibules vitrés, la première chose qu'on entre l'hiver dans un vestibule comme ça, c'est qu'il y a une grosse trappe d'air chaud qui souffle pour chauffer la serre comme un peu. Ça vient stabiliser l'espace de vie. Fait que je me dis, je vais essayer la même chose.
J'ai mis une plainte électrique à 21 degrés, mais seulement dans la serre. Je n'ai pas mis de chauffage ailleurs dans la maison. Donc, encore là, la serre, vous voyez, là, il a l'air d'avoir un peu plus de chauffage parce que c'est plat plus longtemps. La température de la serre est plus élevée. L'espace habitable est un petit peu plus bas, mais quand même à 18, 19, 20 degrés. Intéressant. Si on regarde la quantité d'énergie qui est fournie, 6930, on a amélioré le rendement énergétique juste en chauffant la serre. Pas besoin de chauffer partout dans la maison, vous venez juste stabiliser l'endroit qui fait dessus le plus, vous allez stabiliser la température partout dans la maison. Est-ce que c'était beaucoup en deçà de la maison référence standard? Une maison de référence standard, c'est entre 15 000 et 20 000 kWh de chauffage par année. 15 000 à 20 000, ça en consomme 7 000, c'est 2 fois moins. C'est sûr que c'est efficace. Donc moi, je ne suis même pas inquiet si vous avez une étude d'efficacité énergétique et que vous avez besoin de prouver que votre maison est efficace à la FPQ. Faites-vous un petit truc comme ça, vous payez quelques centaines de dollars pour faire une étude par éco-application, par exemple. Vous allez avoir tout ce qu'il faut en main pour prouver que, même si vous ne respectez pas le code, votre maison est autant, sinon plus, efficace. Elle est au-dessus du code. Ouais. Aspects légaux, permis municipaux. Ce que vous venez faire aujourd'hui, c'est préparer un projet, pour présenter un projet qui est professionnel avec des dessins, avec un beau SketchUp, avec des plans. N'ayez pas peur de contracter un ingénieur ou un architecte si vous pouvez en trouver un qui veut le faire. C'est un atout. Nous, ça a été un atout quand même d'avoir un saut d'un architecte. Quand vous allez voir la ville, demandez les papiers requis avant toute chose, pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour construire. Dites pas, arrivez pas dans la municipalité, dites moi je vais me construire une maison en pneus. Ils vont vous saisir tout de suite, puis ils vont dire OK, il faut le checker, ils vont mettre des barrières, c'est quoi ça cette affaire-là, ils ne savent pas. Tandis que si vous demandez les papiers, qu'est-ce qu'il faut pour construire une maison conventionnelle? Il faut ça, 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 ça. Ensuite, comparez avec votre projet. Est-ce que je remplis ça? Oui ou non? Vous êtes mieux de vous adapter un peu votre design pour remplir les normes de ce qu'on vous demande, plutôt que d'essayer de changer les normes au travers des dérogations. Parce qu'Argo, vous avez fait l'expérience, vous savez que c'est long changer des choses. Nous autres, c'était même pas des dérogations, c'était quand même à modifier des règlements. C'est encore pire. Mais, en tout cas, c'est pas ça. Mais vous ne voulez pas vous embarquer là-dedans, parce que ça passe des affichages de la ville. Puis là, ben, le monde, ils peuvent s'opposer, ça peut engendrer des délais, puis ça peut causer des problèmes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a regardé qu'est-ce qui était requis, c'est quoi la hauteur minimale du bâtiment, c'est quoi les largeurs, c'est quoi les superficies qu'on doit occuper sur le terrain, c'est quoi les dégagements par rapport aux marges du terrain. Puis on a adapté toute notre maison en fonction de ça. Ça, on n'a pas eu de problème, puis on a eu le permis comme ça. Plus facilement. Nous, ce qu'il fallait fournir pour notre projet, c'est un certificat d'implantation fait par un arpenteur géomètre. Exactement où la maison va tomber sur le terrain, les mesures exactes, pour que la ville sache est-ce qu'on respecte les marges et tout ça. Ça nous prenait un certificat d'installation d'eau potable. Il fallait certifier que notre eau était une source potable. Si on était relié à l'aqueduc, c'était annoncé non nécessaire dans notre cas. Nous autres, ça a été notre solution facile, on pourrait dire. Il fallait faire un lotissement. Il fallait que notre terrain soit bien cadastré avec un numéro officiel déposé au registre de Québec. Ensuite, il fallait fournir des plans de construction et ou d'ingénierie pour que la ville sache que le sérieux, là, on ne va pas se construire un chèque en 2x4 puis ça prenait un dévis technique pour l'installation septique. Il fallait prouver que notre installation septique était conforme aux normes. Le Q2R22, c'est le règlement qui détaille ce à quoi il faut que vous soyez conforme, c'est le Q2R22. Donc c'est comme ça qu'on a eu notre permis de construction de bâtiment principal puis notre permis d'installation septique qui est obtenu en 2013. Si on parle un peu de l'estimé des coûts du projet, c'est en constante évolution parce qu'on a un petit tableur Excel dans lequel on garde toutes nos dépenses, dans lequel on met nos montants. Puis comme par exemple, on garde, ça c'est des dépenses qu'on a eues pour le cabanon, mes dépenses d'essence pour faire mes voyagements, la location de la toilette, avec qui j'ai fait affaire, à quelle date. On garde tout ça. Est-ce que c'est admissible au remboursement de taxes? Je crois qu'Hélène t'en a parlé également. Donc, quand vous construisez une maison neuve, vous avez le droit à un remboursement de taxes par rapport à un formulaire que vous devez remplir, mais il faut que vous fournissiez toutes les preuves, toutes les factures. Vous avez le droit à, je crois que c'est 3,6 4 un truc comme ça de retour de taxes sur ce que vous avez payé.
Fait que c'est aussi une bonne manière de se structurer. Les outils, combien vous avez payé, pourquoi, qu'est-ce que vous avez dépensé, où, à quelle date, tout faire le suivi de vos dépenses, pour savoir où est-ce que vous vous en allez dans votre budget, est-ce que vous respectez vos limites, et tout ça. Excavation, même chose, comment on a dépensé pour l'excavation. Par exemple, nous préparer le terrain, ça a coûté 6 262. Tout pour faire le chemin, gratter en dépenses de matériaux. Là, c'est pas fini, ouais, mais il y en a encore d'autres. Mais en gros, le projet est évalué à peu près à 150 000, incluant le terrain. Dans ça, les gros éléments, c'est les fenêtres. Les fenêtres, ça ferait 21 000, si la finition incluse là-dedans. Il ne faut pas oublier que nous, on a double fenestration. On a une fenestration extérieure et une autre verrière à l'intérieur. Ensuite, la charpente. Toutes les formes de toit, c'est environ 10 000. Le recouvrement, on estime ça à 12 000 parce qu'avec la pente qu'on a, c'est un recouvrement de membrane. Ensuite, toute l'isolation en périphérie et les murs extérieurs, tout ce qui est en contact avec l'extérieur, on en a pour environ 8 000. L'installation septique, vu qu'on est sur de l'argile, une installation de fosse septique ordinaire, c'est 4-5 000 $. Nous, notre système va nous coûter 11 000 au total parce qu'on a un système plus avancé à installer. Nos planchers de béton, les soumissions, ça tourne autour de 6 000. La matière de remplissage pour le sable, pour la compaction des murs de pneus, pour le renterrage, tout ça, environ 10 000. Tout ce qui est finition extérieure, environ 8 000. Finition des ailettes, faire quelque chose qui est beau, un stucco, un truc comme ça. Des planches pour l'extérieur. Ensuite, toutes les poutres et autres éléments structurels dans la maison, environ 2 000. L'échangeur d'air et les tuyaux, 3 500. Ça, c'est considérant, ça, c'est le matériau brut. Il y a quelques trucs là-dedans qui a de la main-d'œuvre d'inclus, mais si on fait beaucoup de choses nous-mêmes, on sauve l'argent, c'est sûr. Mais il y a certaines choses, ça prend quand même une bonne expertise là, pour pouvoir faire ça. C'est dans du recouvrement de trous en TPO, là, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. On va aborder justement le cabanon pour vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Donc ça, c'est les pneus qu'on a stockés dans un endroit secret. Puis on a utilisé 350 pneus, donc on a ramassé un peu partout des garages. Puis on avait loué une petite vanette, on accordait ça dans les vanettes pour amener ça sur le site. On en a encore environ 1200 en entreposé dans notre petite cachette. Puis c'est en collaboration avec la personne à qui le terrain appartient. C'est ça. Donc, 350 pneus à peu près pour le cabanon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une première étage en pneus topless. Qui était posé sur un lit de pose de sable. Ici, on peut voir le terrain naturel. On peut voir que c'est mouillé. Ici, j'ai fait creuser des rigoles pour que l'eau s'écoule naturellement. Donc, entre ça et ma première rangée de pneus, j'ai mis un 8 pouces de sable qu'on a compacté. C'est un sable de drainage, c'est pas un sable de compaction. Donc, le sable de drainage, lui, une fois qu'il est en place, il ne bougera pas. Un sable de compaction, s'il est mal compacté, il va avoir tendance à pouvoir s'écraser par la suite. Enfin. On a fait ça, on a mis une bâche en dessous pour prévenir les remontées d'humidité et d'eau. Donc, premier étage, tout en topless comme ça, pour donner juste la forme de fondation. On commence à travailler sur les ailettes. Un petit peu les ailettes ici. Le drainage, justement, on a mis du drain enrobé 4 pouces. On est venu renterrer avec du sable par la suite pour effectuer correctement le drainage du site. Du drain enrobé? Oui, c'est du drain enrobé. C'est qu'il y a comme un genre de feutre alentour. Ce qui vient éviter le colmatage des trous. Parce que nous, vu qu'on a un terrain en argile, c'est des fines particules. Il faut bien aussi l'enterrer de sable qui draine pour justement, si on l'enterre directement de l'argile, le drain il va être tout colmaté, pellicule ou pas. Là. Mais pour préserver un peu la capacité de drainage du drain, on prend avec l'enrobé. Ça vient éviter le colmatage et des petites pentes. Donc le mur de pneus en progression. Vous voyez ça ici, c'est le mur. On voit ici la rangée de pneus dans le bol. Ça, c'est notre rangée qui est posée sur un 8 pouces de sable. On est venu renterrer aussi. Nos pneus, en fait, une rangée de pneus, ça fait 8 pouces. Donc là, théoriquement, quand je me tiens ici, j'ai 16 pouces de sable en dessous. Entre l'argile où est-ce que l'eau passe, puis le bas, le dit de la dame. Donc, on va faire le test avec le cabanon tout l'automne. On va voir comment l'eau se comporte sur le site. On va voir si c'est au sec ou si c'est mouillé. Puis on va s'adapter pour la maison. Donc c'est ça, on peut voir ici, là, il y a plusieurs rangées qui sont en topless. Puis quand on trouvait que le niveau ne venait pas assez beau, on faisait une rangée de pneus traditionnels qu'on venait remettre à niveau. Ça
nous permettait de continuer après la vie. Donc, une fois que les murs étaient finis, on avait la bonne hauteur, on a installé notre lisse de bois. Ici, on l'a installé sur un bond beam en ciment. Il y a un plastique qui sépare le bond beam de la lisse. Mais ici, on a installé la lisse de bois, là, on ne voit pas très bien, mais on a installé la lisse de bois directement sur les pneus. Ici, on s'est fait une poutre qui va venir supporter les poutrelles de toit qui sont appuyées dessus. Donc, c'est ça, on a isolé ici avec de la laine, des ballots de laine récupérés notre démolition de maison. Ça, c'est des poutrelles aussi usagées, là, achetées chez Mercier, autour de 40 ans. Des fois, il y a toutes sortes de récupérateurs. Ça, c'est de l'isolant styrofoam 2 pouces, également à récupérer des maisons en démolition dans notre ville, parce qu'on est affecté par la pyrotite, et qui font tous les sous-sols. Ils jettent tout ça dans un conteneur, nous on passe en arrière pour ramasser le matériel. Puis l'isolant, ça coûte cher, fait que c'est très pratique. C'est pas un isolant qui est spécifiquement fait pour aller sous terre, mais pour le cabanon, ça faisait l'affaire. Tu peux voir Francis qui est venu donner un coup de main. Donc, ça ressemble à ça. C'est sûr, c'est un peu du casse-tête. Je veux dire que c'est pas super efficace, il y a des trous, ces choses-là. Mais on s'est dit, bon, c'est un cabanon, c'est pas si grave. Puis on était pressé. C'était de l'isolant qui était récupéré. Vous voyez que c'est pas des belles coupes franches. On était pressé, il risquait de mouiller. C'était un dimanche, on voulait finir ça. Quand on s'est dépêché, puis ça a fini que ça ressemblait à ça. Mais au final, c'est pas si peu. La particularité de ça, je vous dirais, c'est que d'habitude, on ne fait pas des ombrelles sur le devant. On fait des ombrelles sur les côtés, en arrière. En avant, j'en ai pas vu bien. En avant, souvent, on vient isoler le mur, on descend plus profondément en ligne droite, mais on ne vient pas faire une isolation comme ça à la surface. Mais ça, ce que ça a l'avantage de faire, c'est que ça vient augmenter votre masse thermique dans la serre également. Ça vient augmenter la capacité à retenir la chaleur dans la serre, plutôt que passer plus directement. Donc ensuite, on a monté toute la structure de bois, porte de porte, fenêtre. On a commencé à préparer le toit. Donc on a posé nos fenêtres. Ici, là, j'ai pas d'image très proche. Si ça vous intéresse, je les ai sur mon ordinateur. C'est des moulures en aluminium dans lesquelles on vient déposer des fenêtres. Puis on vient mettre un cadre par-dessus. C'est toutes des bordures en EPDM qui viennent appuyer contre la fenêtre, ce qui fait que ça donne une très bonne étanchéité. Ça travaille aussi avec les mouvements. Si ça bouge tranquillement, ça ne va pas casser la fenêtre. La moulure va permettre de travailler un peu. Encore là, porte récupérée d'une rénovation de maison. Puis, pour fermer pour l'hiver, vraiment rapidement, parce que ça, on a fait ça, on a fini ça, il était fin octobre, même mi-novembre. On a juste mis du mortier et un petit mur de maçonnerie là, pour s'amuser. On a essayé de mettre des bouteilles dans un mur extérieur qui traverse un isolant de 2 pouces. Puis ça s'est pas révélé une expérience très efficace. Comment ça s'est passé ça? J'avais trouvé ça intéressant. Oui, ben, c'est intéressant parce que ça donne une forme pour mettre tes bouteilles. Mais les bouteilles, ici, ça reste quand même un bon pont thermique. Faut que tu passes tes bouteilles au travers. Il fait très chaud à l'intérieur, il fait froid à l'extérieur. Moi, ça a condensé un peu dans nos bouteilles. Peut-être qu'il n'était pas très sec, là, mais nous, on ne fera pas ça pour la maison. Là. On ne fera pas ça, là, mais on voulait l'essayer. Peut-être en mettant une pellicule plastique entre tes deux. C'est 2 fonds que tu as mis, hein? Oui, j'ai mis 2 fonds. Pellicule plastique dans le milieu. Oui, pour venir faire un bris. Mais bon. Ça a essayé. C'est ça, on l'a essayé, on l'a essayé. Ça ne veut pas dire que. On l'a pas fait. En ayant fait ça, ben, on a appris tout un paquet de choses qu'on ne fera pas ou qu'on va refaire pour la maison. Donc, c'est une expérience, je le recommande à tout le monde. Bâtissez-vous quelque chose de plus petit avant de faire de quelque chose de plus gros. Ça va vous permettre d'avoir de l'expérience. Ça, c'est au mois de décembre, le 24 décembre. Et on voit la neige commencer à monter. Il y a une raison à ça. C'est que ici, on est venu renterrer en avant. Et aussitôt qu'il tombe un peu de neige, nos fenêtres sont sous la neige. Ce qu'on va faire pour la maison, c'est qu'on va garder le devant dégagé, on ne viendra pas enterrer. On va venir faire une finition en avant de l'isolant ici, mais on ne viendra pas enterrer. Ce qui fait que quand la neige va s'accumuler, elle n'ira pas immédiatement dans les fenêtres. Pour nous, c'est un choix, parce que j'ai pelleté ça. C'est sûr qu'on n'était pas sur le site, je passais juste une fois par mois. Mais tu as tout le temps de dégager tes fenêtres, là, vous savez c'est quoi. Ça devient peut-être une routine. Mais nous, ça nous a choqués quand on est arrivé là, qu'on a vu le cabanon moitié sous la neige. C'est pas la même chose quand tu es là tous les jours. Oui. C'est parce que si tu n'es pas là, tu veux le laisser comme ça parce que ça isole. Oui, mais là, ça bloquait beaucoup de biens thermiques aussi. Puis on peut voir à l'intérieur que ça a tout coulé.
Ça a glacé un peu sur les côtés ici parce que là, j'ai pas beaucoup de ventilation dans le cabanon, bien sûr. Mais on veut quand même laisser un dégagement en avant. En même temps, ça va faire une place pour circuler. C'est un choix de design. C'est un choix de design. C'est que plutôt que de mettre. Plutôt que de rentrer en avant ici, on va juste laisser ça au niveau du sol. On va faire un pavement, béton, pierre, roche, n'importe quoi en avant. Ce qui va donner plus de dégagement entre le bord de la fenêtre et le sol. Et ici, il y a juste peut-être 8 pouces, 10 pouces passés quand il y a des grosses quantités de neige. Quand tu vis, là, que tu te lèves le matin, puis il y a de la neige qui est dans tes fenêtres, tu dis, ah ouais, ok, bon, on va sortir dehors, on va aller pelleter les fenêtres, par le feu, tu reviens, tu vas te laver. Ouais. Je me lève le matin, j'ai 2 petites filles qui ont faim, il faut que je prépare mes affaires pour aller travailler. Je vais travailler, pas le temps de pelleter, je vais virer soir. C'est ça. C'est des styles de vie, c'est des choix, puis il faut que vous adaptiez votre design à votre vie aussi. C'est ça. Ben, c'est pas grand chose là, d'enlever la terre, puis non. Faire un pot de fleurs à la place, puis non, mettre des flammes, préparer. Ça, c'est le soleil le 24 décembre, donc pas loin du solstice d'hiver. On voit où le soleil arrive sur le mur de pneus. Un peu plus que la moitié. Donc, ça va donner vraiment un bon gain direct. L'idéal, c'est sûr que c'est d'avoir quelque chose comme ça. Dans une maison, c'est peut-être pas facile parce que si vous voulez avoir beaucoup d'espace, il faut peut-être aller switch, comme je disais tantôt. Mais c'est la situation idéale, c'est d'avoir le soleil qui frappe le plus possible le mur au fond. Donc, tu mets bien dans ton cabanon. Comment? Donc, tu gardes ton cabanon vide. Oui, je me plains du stock que j'ai. Rappelle-nous la profondeur là, de ton... Le cabanon, il fait 12 pieds de large par 15 pieds de profond. C'est à l'extérieur 15 pieds. ou à l'intérieur? Comment? L'intérieur? De l'intérieur? Oui, là, on est dans le cabanon. Là. Ok. Puis ta hauteur à la corniche? La hauteur ici, j'ai 7 pieds. Ta dimension 12 par 15, c'est intérieur? Oui. C'est intérieur. Ah, c'est ça. Ouais. On calcule toujours les espaces en fonction des dimensions intérieures, parce que c'est l'espace de vie, c'est là-dedans dans lequel vous avez vécu. Peut-être que votre municipalité elle a une autre interprétation, elle va dire non, c'est l'empreinte que tu occupes au sol, là, fait que c'est ça. Ouais, mais j'ai juste ça pour vivre. Non, mais ta maison est large en moins. Ben, c'est ça. Ça, c'est fait. Donc, juste des petites photos de température. Au 24 décembre, mois de décembre, il a commencé à faire quand même des gros froids. On a un petit capteur de température. Je ne sais pas si on arrive à bien voir, mais il fait moins 4,3 à l'intérieur, puis moins 20 à l'extérieur. Mon capteur, il ne va pas plus bas que moins 20. Il a fait moins 40. Il a fait moins 100. Il a fait super frais. Il n'a fait pas de chauffage, il a fait moins 4,3. On est retourné au mois de janvier. Ça avait baissé, il a fait moins 7,6. Il est toujours tapé dans le bas à moins 20. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de soleil. Il a fait froid longtemps. C'est quand même bon comme performance. C'est un cabanon, là. Et si on ajoute une source de chaleur, qu'on compte les écarts, il n'y a pas beaucoup d'avoir d'écarts à compter. Ton cabanon, c'est l'équivalent de buffer zone d'une maison aussi. C'est ce que tu Oui. disais, c'était là qu'il y a le plus grande variante. Il n'y a pas d'espace. Si on aurait pu mettre une verrière là, en dessous de la poutre, c'est à peu près ce qu'on va faire pour la maison. Ça viendrait beaucoup mitiger là, les fluctuations de température. Fait que c'était ça, en gros. Si vous voulez suivre nos progrès, on a un blog, Maison de pneus Mauricie, overblog.com. On a une page Facebook aussi, Maison de pneus Mauricie. Puis j'ai fait un e-book de planification sur toute notre procédure, toute notre démarche dans le fond. Le code du bâtiment, ces choses-là qui est accessible là, sur notre blog. Donc, on a ça. Si vous tapez Maison de pneus Mauricie dans Google, là, vous arrivez à... Il n'y a pas d'autre alternative. Moi, j'en ai une question. Si vous en avez. Tes murs arrière, vu que tu as mis des châssis, tu fais quoi? Tu te rembilettes 4 pieds ou pas du tout? Non, mes murs arrière, dans le fond, j'ai mon mur de pneus qui va faire à peu près 6 pieds et demi. Puis au-dessus de ça, je vais avoir une division de bois d'à peu près à 2 pieds et demi, 3 pieds. Puis ma fenêtre va venir s'insérer là-dedans. Ce ne sera pas une grosse fenêtre, là. Ça va être une fenêtre de 16 pouces de haut, plutôt large, à auvent comme ça qui va s'ouvrir. Juste pour faire un peu de lumière, mais aussi pour faire l'aération entre le derrière de la maison en avant. Parce que
quelque chose qui est bien fait quand même dans le chip, il faut donner ça, c'est qu'il y a un apport d'air frais par en arrière, puis on sort l'air chaud en avant. Mais cette dynamique de ventilation-là est plus dure à avoir quand tu as un échangeur d'air, puis quand tu es enterré complètement en arrière. C'est dur d'avoir une circulation d'air uniforme dans la maison. Donc ces fenêtres-là viennent dans la division de bois, entre la terre et le toit. Fait que tu te laisses quoi, un pied ou. Je vais me laisser à peu près 3 pieds de dégagement entre le sol et mon bord de toit. Ma fenêtre va venir là-dedans. Donc, c'est un peu moins efficace parce que je ne serai pas renterré jusqu'au toit. Mais tu as deux choix. C'est soit que tu renterres vraiment jusqu'au toit, que quand il neige et qu'il pleut, tout ça, ben, c'est uniforme. Ta couche est uniforme, mais tu n'as pas de fenêtre en arrière. Mais tu as plus de gain, tu es plus stable. Ou tu viens faire une division en arrière, tu peux mettre des fenêtres, puis tu as un espace de dégagement pour ventiler ton toit. C'est une construction beaucoup plus conventionnelle également. On vient monter un mur isolé, comme dans la construction conventionnelle. Avec un toit, avec un soffit, tu peux faire tout comme dans la construction conventionnelle. C'est un peu plus facile, tu as moins de labeur de pneus à faire si tu as moins de volontaires. Ça dépend des endroits où vous êtes. Tu peux raccourcir plus ta construction. Tu as des avantages, tu as des désavantages. Nous, avec tous nos choix de design, j'ai essayé de revirer ça de toutes les façons possibles. Puis un des meilleurs choix, c'est de laisser un dégagement. En venant mettre des fenêtres, je vais m'assurer une ventilation du derrière de ma maison jusqu'en avant. Je peux avoir une circulation d'air parce que ma verrière, j'ai des auvents qui roulent à ma verrière. Donc mon air chaud peut transiter au travers de ma maison. Audrey? J'avais une question par rapport à tes pneus topless. Avez-vous fait le code déjà dans le. Le cabanon? Non. Parce que moi, j'avais mis pas de base. Comme quoi, parce que quand on faisait le code chez toi, souvent on enlevait le sable et tout parce que ça collait. Ça colle pas. Et aussi, quand la première couche de cob était sec, quand on ajoutait une autre, il fallait la mouiller pour pas que ça absorbe toute l'eau de la nouvelle couche. Fait que je me demandais si ça allait pas tout absorber, à cause tu as une plus grande superficie quand même de sable par rapport à ton pneu topless, si ça n'allait pas venir justement boire l'eau de ton cob, si elle allait avoir une bonne adhésion, si ça allait pas faire. On ne l'a pas essayé. Par contre, quand on a fait nos murs en mortier, il nous en restait. Okay. On est venu remplir les trous des pneus topless avec du mortier. Ça a très bien tenu. Okay. Puis on peut mettre du cob sur du ciment ou sur du mortier. Il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas mettre du ciment sur du cob, mais tu peux mettre du cob sur du ciment. Donc, d'après moi, ça va bien marcher. Ça va marcher quand même. La raison pourquoi ça fonctionne, c'est que dans le cas d'un pneu qui n'est pas topless, là, qui est intégral, il va gonfler et il va faire une bosse dessus en caoutchouc. Puis le sable sur le caoutchouc, puis ça va donc faire une pente comme ça. Puis si tu as du sable par-dessus, puis là, tu essaies de faire tenir quelque chose là, ça va vouloir glisser. Si tu es comme lui, topless, tu es à plat comme ça, si tu viens mettre du cob sur ça, elle va se tenir, elle ne va pas tomber nulle part avec C'était surtout par rapport à l'humidité, justement. Si le sable qui est sec, si elle n'allait pas venir. Non, ça va drainer l'eau de ton cob, il va juste sécher plus vite. Tu vas avoir l'impression qu'il sèche plus vite, mais il va après ça rééquilibrer. Ça sera un problème si tu mettais directement de la chaux sur ça. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir quand même. Oui. Fait que là, ta division d'isolation, parce que là, tu as tes pneus, tu te fais une isolation intérieure. C'est quoi que tu mets? La paille ou tu te fais-tu un mur comme 2x4, 2x6, quelque chose intérieur? Bien, le mur de pneus, il va être isolé à l'extérieur par 2 angles de 2 pouces. On va venir faire le coin comme ça. Puis on va le rallonger pour faire une petite ombrelle. Okay. En avant, sur les côtés. Pour la division standard en arrière, parce qu'on va avoir nos 2x12 partout. C'est la même chose, côté mur de pneus. Puis après, l'isolation est dans le mur. Okay. Fait que c'est construction conventionnelle. Tu peux venir mettre, comme je parlais, des colombages en alterné pour venir couper le pont thermique. Ou si tu veux faire des trosses bord en bord, tu viens mettre un isolant sur pleine longueur pour venir couper le pont thermique. Tu viens mettre des fourrures, là, de la forêt, des 1x3. Tu viens venir avec de la planche, ce que tu veux. C'est conventionnel. Je me demandais pour le financement, c'est plus compliqué à la banque? Oui, définitivement. On a exploré, nous autres, on a poussé beaucoup pour avoir une hypothèque. Puis tout ce qu'on nous demandait, prouve-nous que ton bâtiment va avoir la valeur que tu dis qu'il va avoir. Quelle est l'évaluation de ça? Est-ce qu'il y a un marché d'acheteurs pour ça? Fait que, tout ça, il fallait qu'on fasse faire des évaluations sur plan.
C'est-à-dire qu'il fallait que je donne ça à quelqu'un, de mandater un évaluateur. Je disais, prends mes plans puis évalue comment qu'est-ce que ça vaudrait. Puis il aurait fallu que je débourse 1000, 2000 $ pour faire juste évaluer, voir si je pouvais avoir une hypothèque. Ça, c'est l'aspect le plus plat. Les autres aspects, c'est que souvent, ils peuvent te demander d'être relié à l'hydro. Ils peuvent te demander d'avoir l'aqueduc. Il y a toutes sortes d'affaires, j'en décris plusieurs dans mon e-book. Je ne m'en reviens pas toutes instantanément en tête, mais c'est beaucoup plus compliqué. Nous, côté financement, c'est des réserves d'argent qu'on a. Puis, c'est du financement de marge de crédit personnel qu'on va aller chercher. C'est ce qu'on a fait aussi, mais dernièrement, je suis allée demander pour avoir, j'avais contacté quelques banques standards, Banque Montréal, Banque Nationale, Banque Royale, bon, eux autres, c'était comme, t'as pas l'hydro, c'était souvent une affaire qui revenait. Caisse populaire des jardins, eux autres, j'ai frappé un mur. Il aurait assuré il aurait hypothéqué ma maison ou fait une marge de crédit hypothécaire maintenant, parce qu'elle est déjà tombée. À condition qu'elle est assurée. Ouais, mais j'ai pas eu d'assurance depuis que j'ai construit la maison. Fait qu'ils ne veulent pas m'assurer. Oui, il y a ça aussi. Ouais. Nous autres, les institutions, d'aller voir la Banque de Montréal, les Caisses des Jardins, c'était les plus compliqués. Banque de Montréal, surtout, c'était les plus ouverts, je te dirais. Mais ce qu'ils demandaient, c'est preuve d'assurabilité, que ça s'assure, ça. Puis aussi, ils voulaient avoir la certification que ça allait être construit par des entrepreneurs RBQ, ayant la licence RBQ, puis s'assurer que l'ouvrage est fait de qualité, puis que la valeur de la maison va valoir ce que ça vaut. À ce moment-là, si on calcule le nombre d'heures hommes qu'il y a à mettre sur ce type de maison-là, tu montes ta facture en titre. Fait qu'il y a tout ça à peser dans la balance. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment bâtir avec les moyens que vous avez, puis si vous êtes capable d'aller chercher de l'argent, des marges, de crédit, ces choses-là, sans hypothèque, faites-le. Empruntez à vos proches, c'est de regarder ces options-là. C'est ça. Crédit alternatif, ces choses-là. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas facile. Moi, j'ai beaucoup aimé les projections financières concernant le coût en électricité par rapport au chauffage, tout ça. L'efficacité énergétique. Oui, l'efficacité énergétique. As-tu fait une estimation avec un système de panneaux solaires thermiques pour chauffer par exemple ta salle? Non. Parce que 7 kW, c'est très faisable. Oui. Moi, quand j'ai contacté des gens pour des systèmes de chauffage, genre géothermique, tout ça, quand j'ai donné ces chiffres-là, ils disent, ben là, tu n'as pas besoin d'un système. Alors, OK, je vais te vendre une petite affaire, ça va te coûter 12 000. Alors, je ne mettrai pas 12 000 pour chauffer, alors que je peux mettre un poêle à bois, puis je vais combler mes écarts, tu sais. Mais si tu veux, tu peux te mettre des chauffeurs solaires dans ta serre. Surtout quand il fait soleil, ça va chauffer ton air dans ta serre. Ça va stabiliser ta température massivement. Tu fais passer du tuyau radiant dans ton rocket stove. Quand tu chauffes un peu au bois, tu chauffes aussi toute ta serre. Il y a plein de méthodes alternatives de le faire. Mais quand il fait soleil, tu n'as pas besoin de chauffer ta serre? Oui, mais le soleil, il rentre plus dans l'espace habitable. Est-ce qu'il chauffe vraiment ta serre en contact? Oui. Il est chaud? Il passe à travers la serre avant d'arriver dans la maison. Oui. Si tu as des plantes dans la serre, tu vas avoir moins de soleil en On va faire de l'ombrage. Quand il fait soleil, tu es heureux. Pratique. Oui. Je le vois dans ma maison aussi, là. Là, il faisait moins 20 dehors, là. J'étais devant la fenêtre. C'était bien. C'est sûr que ça va être la même chose. Il reste que quand il fait moins 30 dehors, les fenêtres, c'est une grosse perte de chaleur. Il faut venir mettre des rideaux. C'est du classique, là. Ah non, aujourd'hui, nous autres, on a ouvert les rideaux avant de partir. Puis, moins 30 qui fait soleil, ça ne te dérange pas en tout. C'est moins 30 quand il ne fait pas soleil. Ouais, c'est ça. Non, mais moins 5 quand il ne fait pas soleil pendant un mois. Ouais. Là, tu t'en vis. Il y a le moral aussi là-dedans. Oui. Il n'y a pas de soleil, c'est déprimant en plus. ouais, ça va tout ensemble, puis ça cumule. D'autres questions? Moi, j'ai une petite question. Dans ton image, là, que tu disais que tu mettais, j'ai vu que tu mettais tes pneus, tu as fait tes 2 pneus, mais tu as mis aussi des pneus à terre, tu n'as pas mis au milieu. Je me demandais peut-être que si tu as un surplus de pneus, tu préfères créer comme une masse thermique à place de faire genre une dalle de 6 pouces, mais tu fais un plancher de pneus, puis après ça, tu mets genre comme une terre cuite, peu importe, un petit slab de 22 pouces. Il y a toutes sortes de façons de faire, j'ai déjà vu ça. Quelqu'un qui s'est fait une dalle comme footing, mais en plus dalle, tout en pneu, compacté. Il a juste recoulé quelque chose par-dessus, juste du sable. Quelque chose juste pour que ce soit stable. Oui. C'est ça.
donne du trouble, parce que tu Mais- veux juste monter tes murs, puis monter ton mur d'un étage de plus, puis remplir dans le milieu, tu n'as pas besoin de mettre ça dans tes trous. Ça, je sais. Moi, mais non, moi, c'est ça dans le Mais fond. c'est une possibilité, tu sais, votre imagination, c'est ça qui est le fun là-dedans, Je c'est me demandais que vous pouvez essayer de trouver toutes sortes de choses pour améliorer les designs. Tu peux le compacter à l'intérieur de ton... C'est ton mur de pneus autour qui devient ta forme, Ta qui forme, tient ton ouais. plancher. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Parce que dans l'image qu'il y avait, c'est comme il y avait plusieurs pneus à côté de ses pneus. Je me demandais s'il y avait une raison particulière qu'il avait fait. C'est sûr, ou de pas. quelle image tu parles? Là, si tu reviennes dans ton image de ta serre que tu montais dans ton modèle C'est Jeff. Ici? Oui, mais là, c'est l'autre image que tu vois à l'intérieur dans ton. La simulation. Quand le soleil rentre à l'intérieur. Ah oui, ok. Ouais. Là, ici? Ouais. Ça, c'est parce que c'est des pneus en terre, mais c'est pour indiquer qu'il y a un mur. Ici, Ouais, là, c'est ça. ici c'est un mur de Ok. pneus Il qui y a un monte mur. à mi-hauteur, 3/4 d'auteur du mur en arrière. C'est juste que moi, pour voir mon soleil, pour ma visualisation, j'ai enlevé le mur. C'est juste pour ça. Là. Ok. Puis- Ça me paraît que t'avais comme tu voulais mettre des pneus en terre pour pouvoir faire des clos, je sais pas trop. Là, tu sais. C'est vraiment juste pour dire, là, il y a une empreinte de mur qui vient séparer, Cette pièce-là. cette pièce-là, on le voit ici. C'est ça. En même temps, ça me donne un élément porteur pour ma poutre. Ici, j'ai une poutre qui est appuyée ici, ici, ici. Ici, j'aurai un poteau 8x8. Puis mon élément, il vient s'appuyer sur mon mur de l'autre côté ici. Fait que tout ça, c'est une poutre, c'est une maîtresse sur laquelle toutes mes formes de toit vont s'appuyer. C'est pourquoi le code d'or? Ici, ben, c'est pour éviter de toujours avoir à sortir par la serre. Ok. Puis en même temps, c'est une deuxième fonction, c'est pour le Fire Safety Code. C'est que tu as besoin d'une sortie d'urgence. Ok, comme Tu as besoin d'un chemin alternatif. Donc, si on est ici dans la chambre, c'est soit qu'on a une fenêtre pour sortir dehors, une fenêtre qui rouvre assez grande pour qu'un individu puisse passer, il y a des normes, ou soit que tu as besoin d'un chemin alternatif. Donc, j'ai une porte ici, j'ai un corridor pour en aller par là. Ok, ça peut La seule chambre que je me suis questionné puis que j'ai demandé à un ingénieur qui travaille là-dedans, dans le feu. La chambre ici, tu sais, j'ai une porte, l'autre bord, c'est une derrière. C'est correct? Elle dit dans le code, elle dit c'est correct parce que c'est une fenêtre qu'on voit dehors, le pompier est capable de le voir, qui est passé à la fenêtre pour aller te chercher. Mais elle dit pour ta propre sécurité, elle dit moi je me prévoirais une fenêtre à battant qui rouvre assez grande que tu pourrais sortir. Tu enlèves le moustiquaire puis tu sors. Ça passe pas par le variable. Non, moi c'est tous des panneaux vitrés, pleine hauteur avec juste un auvent en haut. Fait que théoriquement ici, il y aurait une possibilité de danger si j'avais eu un feu, mais tu sais, Tu casses ta fenêtre, tu sors. il y a moyen de faire les choses là, quand tu es en urgence, mais pour faciliter. Tu mets une hache quand tu le Une porte patio au lieu In de... case of emergency, c'est une hache, c'est Ouais, pas, c'est ça. c'est pas une planche. Ouais, fait que c'est ça. Question niaiseuse, la salle de bain est où? Ça devait être ici. C'est- Ça paraît petit là, Ouais. ça fait 6 pieds par 12. Ok. À peu près, ce qui est quand même très bien. Il y a une petite courbe là-dedans, ce qui fait que tu perds un peu d'espace, mais c'est ça. J'ai une question, tu disais que ton système de faux septique, tu disais que c'est en argile, mais j'ai juste pas eu le temps d'écrire ton information pour savoir c'était quoi ton système que tu allais mettre à cause de ton. Ça s'appelle Enviroseptique. C'est un choix, il y avait plusieurs modèles. Il y a les écoflows, les écobox, écofiltres, il y a Enviroseptique. Il y a plusieurs modèles qui sont Tu homologués. peux aussi faire surélever ton terrain. Et c'est ce que j'ai fait moi aussi. J'étais sur une base d'argile. Alors j'avais soit le système EcoFlow ou remblayer avec du sable, monter à une certaine hauteur, ils t'installes, ils te remettent une couche de sable, puis là ils ont pris la terre sur le terrain là, pour La gâcher. reniveler Ouais. ça. Ben, Enviroseptique, c'est un peu ça. C'est des Et, tuyaux, des gros tuyaux, qui font une butte de sable. Ils viennent mettre ça là-dedans pour que ça percole et que ça filtre. Mais tout ça, tu sais, c'est des matériaux d'excavation, c'est du temps de pelle, c'est des tuyaux, c'est des. Puis, bon. Oui, tu sais, je pourrais venir emblayer sur 3 pieds de sable tout mon terrain dans cet endroit-là. Mais ça ne change pas la nature de ça. En tout cas, moi, mon espace septique, il a dit ça te prend ça comme système. Et avec ça, mais. C'est quoi tantôt les statistiques? Tu disais pour une consommation normale d'électricité puis de 15 000 à 20 000 kWh par année. normale. Ouais, pour une maison traditionnelle.
Ça, on peut aller jusqu'à 7000. 7000 kWh de chauffage. C'est juste pour le chauffage. Oui, c'est pour le chauffage. On ne calcule pas les besoins en électricité, le frigo et lumière et tout ça. C'est du chauffage. Puis ça dépend, je dis 15 000 à 20 000 parce que si vous allez voir sur les sites, dans mon e-book, j'ai ces liens-là. Ça t'amène sur le site du gouvernement du Québec qui dit plus au nord, vous êtes dans telle zone, plus que de temps de 6000 degrés jour, vous avez besoin de temps de chauffage, il y a des normes, dépendamment de la zone dans laquelle vous êtes. Donc, nous, on se construit quand même assez dans le nord, on est sur le bord de la zone, donc presque par rapport au modèle de référence, c'est beaucoup. C'est bien logique. Plutôt que de dire on a besoin de combler un écart entre moins 35 dehors pour arriver à 18 degrés, mais on comble un écart à 10, 12 degrés à 18 degrés. C'est beaucoup moins de portions de chauffage. C'est logique. On a voulu avoir une simulation vraiment pour le voir. Puis même là, la simulation n'est pas parfaite. Elle ne prend pas en charge tous les paramètres de transfert de masse thermique et d'isolation qu'il y a à la surface. La simulation, elle prend en charge seulement le fait que la maison est enterrée. Il n'y avait pas d'isolation aux surfaces de terre, il n'était pas capable de le faire. C'était pas dans le modèle, il ne pouvait pas le faire. Fait on va être encore mieux que ça, la chaleur va encore mieux se garder. Je ne suis pas trop inquiet que le côté chauffage. Ton eau chaude, tu fais quoi? Ben, l'eau chaude, c'est le plus facile, c'est un chauffe-eau électrique. Chauffe-eau électrique. C'est ça, puis ça consomme énormément? Ça ne consomme pas tant que ça, surprenamment. J'ai un grand réservoir chez moi, je fais mes mesures en ampérage, puis tout ça. Puis avec mon chauffe-eau électrique, quand on est en basse consommation l'hiver, l'été, on n'a pas de chauffage. Hein. L'été, on n'a pas de clim non plus. On consomme 10 kWh par jour. Et 10 kWh par jour, un système photovoltaïque à 8 000, 10 000 $, tu rentres dans ton 10 kWh. J'ai un chauffe-eau électrique, je pourrais faire mieux. Mais ici, si on met un chauffage thermique solaire pour l'eau, c'est environ 7 500 à l'installation. Puis, selon les études qu'ils ont faites, parce qu'ils ont fait des études de marché, tout ça, tu sauves à peu près 100 $ par année sur tes consommations d'eau chaude en énergie. Ça veut dire que tu as un amortissement de 75 ans. Oui, c'est résilient. C'est une manière de faire les choses qui est passive. Oui, il faut que tu sois prêt à débourser. Fait que nous, on fait des choix qui mettent notre argent un peu ailleurs. L'électricité, on l'a, on va s'en servir. Utilisez ce que vous avez. Si vous avez du bois sur votre terrain, utilisez votre bois pour des constructions. Si vous avez de la roche à pu finir, comme l'escabeau, faites-vous des murs en roche, faites des super belles choses en roche. Soyez logique, c'est une approche permaculturelle aussi, je crois. Ta serre avant, elle a combien? As-tu 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds? Ici, j'ai à peu près 7 pieds 6 pouces. Du bas du mur de pneu jusqu'à la verrière. Okay. Puis ici, j'ai environ 26, 25 pieds. C'est gros, là. Puis ben, ici, mon devant, mon toit, il arrive à 13 pieds de haut. Puis en arrière, ici, le toit arrive à 9 pieds. Fait que je vais avoir des plafonds de 9 pieds quand je suis en arrière de ma maison. Quand je m'en vais en avant, mon plafond est à 13 pieds. À la classe.